Coucou Pépé, comment tu vas? Oh là, mais quel choc! Eh ben écoute, oh là, mais c'est que je suis heureux de te voir à côté de moi. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et coucou à toutes les personnes qui nous regardent et qui regardaient les autres numéros de Ask. C'est quand même un acte de charité chrétienne de nous regarder, je trouve ça merveilleux. Merci beaucoup. Ok. Aujourd'hui, on va parler de téléviseurs en 2021. Tu vas tout nous dire, Pépé, et j'espère que, franchement, c'est de bons conseils. Quand tu parles, on dirait un poème. Je vous déteste, Arnaud. Dommage, moi je vous aimais bien. Oh, c'est bon. Pépé, question assez simple pour la première. Comment est-ce qu'on choisit la taille de son téléviseur? Je continue à penser, au risque de choquer, c'est jamais trop grand. Tu achètes un téléviseur en 50 pouces par exemple, et tu vas chez des potes le soir même, ou le lendemain, et tu envoies un 65, et le mec a peut-être pas beaucoup de recul, tu dis « Oh, j'aurais dû prendre plus grand oui. ». Tandis quand tu prends directement, moi je suis pour pousser, hein, le commerce, ça fait tourner les billets. Hein, le commerce, quand on aime le Cinoche, Netflix, jouer, quelquefois c'est jamais assez grand. Il y a toujours un regret, si on peut avoir un téléviseur grand, ah, écoutez, prenez-le. Bien sûr, allez pas prendre quelque chose qui fait un 83. Parce que attends, plus c'est grand, plus c'est cher. Oui, mais les prix chutent vachement parce que les grandes diagonales deviennent monnaie courante. Avant, c'était atypique d'avoir un 65 ou 75 pouces. Maintenant que ça se vend très bien dans le monde entier. On monte sur des 80 maintenant. Ouais, on monte en 83 ou des trucs comme ça. Donc, au fur et à mesure, tu as un décalage qui se crée, notamment avec certains marchés comme les États-Unis où on aime les grandes diagonales. Ça fait qu'on produit plus, donc les coûts de production descendent. Bien sûr, pas de l'OLED, hein, parce que le LED, quand tu grandis en diagonale, mort de rire. Mais il y a vraiment une progression de la diagonale des écrans avec les envies des gens qui entre guillemets, se formalisent moins du recul qu'il y a 10 ans. Pépé, tu le sais, on est en 2021. Oui, merci. Et là, aujourd'hui, et on va pas se mentir, tout a changé, j'ai l'impression, en un an et demi sur le marché du téléviseur. Il y a eu énormément de nouvelles normes, que ce soit dans les HDR, Dolby Vision, HDMI 2.1, les types de téléviseurs enroulables, transparents, j'ai vu tout. Qu'est-ce que 2021 a amené au marché du téléviseur que les gens peuvent aujourd'hui acheter? Vers quoi tu les orientes? Et ben moi, ce qui était quand même fou, c'est qu'il s'est vendu tellement de téléviseurs, tristement pendant la pandémie, parce que les gens étaient chez eux et ont acheté. C'est-à-dire que ça a donné une impulsion au marché de la télé, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des plus 15, plus 20, plus 30%, et il y a des pays dans le monde où c'est carrément presque doublé, les ventes de téléviseurs en grande taille, parce que les gens achetaient, ils avaient quelquefois un 50, et ils se sont dit, plus grand. bah nous on a un 50 pouces et s'il y a la pandémie dure longtemps, on aimerait avoir plus, donc ils ont mis 50 pouces dans leur chambre, ils ont pris 65, 75. Donc ils ont fait grandir les diagonales. Alors le truc que ça a apporté, depuis un an et demi, on s'aperçoit que ce qui était auparavant l'apanage de prix très élevés sur des grandes diagonales se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus abordable avec 65 pouces, 75 pouces. Deuxième truc, faut quand même pas se mentir, il y a eu l'impulsion lancée par les consoles qui ont obligé beaucoup de marques, je dis bien obligé beaucoup de marques à se remuer sur le gaming. C'est qu'avant on avait un mode gaming quand on appuie sur le téléviseur qui déconnectait 3 circuits. Ah, t'as le mode gaming, je t'enlève 3 circuits pour pas que ça fasse des saccades ou autre. Maintenant, les fabricants travaillent vraiment autour du gaming avec des téléviseurs qui sont donc compatibles 4K, enfin Ultra HD 4K, 120 images par seconde. Et puis en plus, l'abondance des HDR maintenant sur des produits qui sont entre guillemets pas très onéreux. Même chose quand ça a été lancé, tu vois, le HDR 10 plus Dolby Vision, genre, oh là là, les tarifs, oh là là. Possible. Il y a eu une émulation entre les fabricants et le public a été tellement demandeur que les usines tournaient à fond et que de ce fait on a implémenté des tas de fonctions autour du gaming, autour du HDR, sur des produits que je trouve moi plus abordables, plus intéressants techniquement qu'on pouvait trouver auparavant. Donc c'est ça l'avancée au niveau des téléviseurs. Pépé, quelle est la meilleure technologie entre le QLED et l'OLED? Et ça c'est une question qui est beaucoup revenue, parce que c'est vrai que quand on les lit comme ça, QLED, OLED, entre les deux, il y a juste une petite barre au cul. Qu'est-ce que c'est bien dit, moi j'adore ça. C'est un peu vulgaire, mais excusez-moi, c'est ce que je vois. L'histoire c'est quand même Samsung a réussi à faire croire aux gens que le QLED n'était pas du LCD. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Samsung a arrêté de parler de LCD. Ils ont parlé de LED. Un téléviseur LED, oui, et c'est cela, et un téléviseur QLED après. Et alors qu'en fin de compte, c'est du LCD et que le LED n'est que de la lumière. Ils ont joué avec nos neurones. Non, mais ils ont joué parce que LED ça fait rêver. Ah oui, tu vois, du LED, on a l'impression que c'est la tour Eiffel qui s'allume et tout. Oh là, c'est du LED. Et donc, le QLED, c'est du LCD. Il y a un rétroéclairage et il y a ce qu'on appelle des boîtes quantiques. Ça fait que quand la lumière traverse les boîtes quantiques, on a un blanc entièrement pur. Donc on rétroéclaire la dalle LCD ainsi que son filtre de couleur de la façon la plus pure possible. C'est une technologie qui marche bien. Ah, et les progrès sont... Regardez-moi, Arnaud. Je te regarde, alors je ne peux pas plus te regarder que maintenant. Les progrès sont saisissants. Et c'est quelque chose qui a été repris, c'est pas exclusif à Samsung, hein. T'as Hisense qui en fait, t'as TCL, LG qui bâtit ça les nanocelles, mais qui travaille autour du même système. Le truc, c'est que différencier l'OLED du LCD, la réponse est unique. Le LCD a un rétroéclairage, le
l'OLED n'en a pas. C'est-à-dire tant qu'on restera sur cette base de données, c'est-à-dire que le rétroéclairage est pour le moment quelque chose d'impératif. Et tant qu'on rétroéclaire, on a toujours les effets liés au rétroéclairage, c'est-à-dire un ratio de contraste compliqué. Très compliqué d'avoir un ratio de contraste très élevé, parce qu'il faudrait, pour qu'on ait un ratio de contraste élevé en LCD, il faudrait que chaque point LCD ait son propre rétroéclairage. C'est-à-dire qu'il faut ça devient de l'OLED. Ça devient de l'OLED. Il faudrait qu'on ait 8,3 millions de points de rétroéclairage sur du LCD pour qu'il soit totalement efficace. Et non pas des zones de rétroéclairage. Ça n'arrivera jamais. Bah disons qu'il y a l'OLED pour ça. Voilà. Il y a le micro LED également chez Samsung. Mais le truc c'est que le LCD a fait quand même des progrès gigantesques. C'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre de zones de rétroéclairage. On a augmenté la façon de gérer ces zones de rétroéclairage. On travaille beaucoup mieux, mais on continue à rétroéclairer une dalle LCD qui garde ses caractéristiques. La dalle LCD, on ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques qu'un écran OLED, puisque le LED, lui, fabrique son image directement derrière la vitre. Je veux dire, l'image est fabriquée tout de suite comme ça, immédiatement. L'autre, il y a tout un système où il faut rétroéclairer, avoir donc un filtre RVB, avoir la dalle LCD. Et donc, moi, j'ai vu les progrès dans le rétroéclairage. Et le rétroéclairage qui progresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire un meilleur ratio de contraste, une meilleure uniformité. Et tous les problèmes que se pose pas le LED, puisque le LED, lui, il éteint tout, il s'en fout, lui. Eh oui. Il s'en fout. Mais le LED a également des défauts, dans le sens il n'est pas aussi lumineux que le LCD, logiquement, puisque lui, il rétroéclaire chaque diode. Il n'a pas de rétroéclairage, voilà. Le LED, donc il peut pas être aussi lumineux que le LCD. Le LCD, il suffit de placer plein de diodes derrière et balancer la sauce. Il peut monter à 2000 lumens, si vous voulez, ou 3000, c'est pas un problème, ou 4000, ou 10 000. Alors que le LED, ça va être un peu plus galère. Ça va être entre 750, 1000, 1300 en crête, et en 1300 en crête, tu commences à avoir une image qui est délavée, qui est cramée. Il n'est pas fait pour ça. On sent que l'OLED est plus un produit pour le cinéma qui appuie le contraste, qui est pour le gaming, il est très bien maintenant parce que il y a les systèmes anti-marquage qui fonctionnent très bien également. Est-ce qu'il vaut mieux investir en 2021 sur une TV 8K ou rester sur une TV 4K? Le monsieur te demande, le monsieur te dit que pour le moment, je conseille aux gens, s'ils ont envie d'acheter un téléviseur Ultra HD 4K, mais qu'ils se privent pas. Hein. C'est-à-dire, là, pour le moment, étant donné qu'il n'y a pas, à ma connaissance, un seul projet de diffusion Netflix, 8K ou machin ou truc, c'est pas du tout. On produit en 2K et en 4K. Pour le moment, on ne produit pas en 8K. En 8K, à part au Japon, il y a certains trucs qui sont faits en 8K pour la NHK sur place, parce que le Japon est le marché pilote, avec en même temps la Corée du Sud sur la 8K. Mais pour le moment, d'abord, il y a peu de téléviseurs 8K qui sont encore dans le commerce, et les prix commencent à chuter par contre sur ces produits-là. J'avoue que s'il y a 2 ans, tu m'avais posé la question, Arnaud, je t'aurais pas tenu le même discours. J'aurais dit, bah peut-être que ça va tellement arriver fort avec les JO qui sont le tremplin de la 8K, dans ce cas tous les pays sont autour et disent on va le faire. Là j'ai même l'impression que là on a pu voir pour les JO, personne n'a vraiment fait la promotion de la 8K avec les JO, on dit pas non, on dit on va regarder les JO, en plus il n'y a pas de public, il n'y a rien. Ouais. Donc je pense qu'il y a pour le moment un retard à l'allumage qui fait que si vous voulez prendre un téléviseur 8K, bah faites-le puisqu'il y a un upscale. Ouais. C'est-à-dire que vous allez rentrer une source Ultra HD, bah il va vous le mettre en 8K. Il n'y aurait pas de problème là-dessus. Mais par contre dire je veux un téléviseur 8K parce que j'ai les sources, il y a des sources sur YouTube, hein. Tu fais 8K, t'as des centaines de vidéos qui existent. Mais les programmes réels, donc quelque chose qui serait soit au niveau gaming, soit au niveau d'une création en streaming ou autre, pour le moment je suis circonspect sur ce truc-là. Donc quelqu'un qui hésite va sur la 4K, ça suffira quoi. Et surtout qu'il va avoir un très bon produit en Ultra HD 4K avec le budget qu'il aurait eu pour acheter un téléviseur 8K. Exactement. Il va avoir un truc. Mets le budget de la 8K dans ta 4K et tu seras bien servi. Ah ouais, tu seras plus grande taille, parce que n'oublions pas les tarifs de 8K en grande taille. On part sur du combien minimum? Ah, sur ces produits-là, on est à 4, 5, 6 000, des trucs comme ça. Quoi. D'accord. Et en OLED, on est à 19 000 ou bien 29 000. Voilà. On est servi. Pépé, comment correctement régler son téléviseur? Je suis perdu. Alors je me fais souvent brocarder dans la profession ainsi que sur Twitter quand il y a des gens qui me disent ah Pépé, je viens d'acheter un téléviseur XYZ, j'aimerais le régler. Alors j'ai une réponse qui à chaque fois peut choquer les gens. Je dis est-ce que tu sais quelle est la couleur de la pelouse? Est-ce que tu sais quelle est la couleur d'un ton cher de tel ou tel visage? Oui, ta peau. Voilà, une peau. Il y a un truc qu'il faut d'abord voir, est-ce que quand tu vois ton image, quand tu le mets en route, est-ce que tu trouves déjà qu'il y a des aberrations? Des choses qui choquent. Qui choquent. Est-ce que tu vois la pelouse qui est fluo, qui est orange, un truc comme ça? Parce que le truc c'est que je dis toujours, d'abord on va commencer par utiliser ses yeux, c'est-à-dire ses repères à soi. Et il faut savoir que la plupart des téléviseurs sont vendus avec des modes pré-réglés. C'est-à-dire que les modes... Il y a le mode standard, le mode vif, le mode naturel, le mode film. Il y a des choses plus performantes que ça, qui sont dans le mode Filmmaker, IMAX, un mode Dolby Vision, qui sont censés, alors je fais plein d'eux, fais-le avec moi tu vois, qui sont censés vous donner, sans que vous ayez à rentrer dans 36 000 réglages, déjà des résultats plausibles. Le truc quelquefois il vaut mieux enclencher un bon mode automatique, c'est-à-dire
Filmmaker, IMAX, enclencher un Dolby Vision, c'était un mode Dolby Vision qui a été travaillé par des ingénieurs, qui permet d'avoir avec la plupart des sources, ou bien Netflix Calibrated. Le mode Netflix, on va dire que c'est un mode neutre. Oui. La plupart des contenus Netflix, quand vous allez mettre Netflix avec le mode Netflix en mode neutre, sans avoir touché quoi que ce soit, vous aurez un rendu plausible. C'est-à-dire, c'est ça le truc, c'est d'avoir un truc qui est plausible sans aller dans un truc expert. Si vous voulez, vous acheter un gros téléviseur qui coûte une fortune, tu peux après demander à des experts qui sont en France. Il y a des sociétés qui t'envoient quelqu'un avec une sonde, qui calibre, ça te coûte tant, mais après il te dit voilà, mon calibrage ISF c'est tant, mon calibrage THX c'est tant. Maintenant, quand je vous l'ai précalibré, quand vous avez un problème, vous rappuyez dessus et vous revenez à mes réglages. Mais ça, c'est vraiment les cas extrêmes. Et il faut savoir un truc, c'est que la plupart du temps, tous les téléviseurs qu'on a testés récemment, Arnaud, on les a mesurés en sortie carton avec des modes film ou filmmaker. On n'a pas eu d'aberration sur les 9 produits testés sur ma chaîne récemment. Ah oui, donc ils travaillent bien leur mode. Il n'y a pas eu d'aberration. Il y en a qui étaient mieux peaufinés que d'autres. On n'a eu aucune aberration. On était là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc je comprends les gens qui nous regardent en disant j'aimerais mieux avoir une meilleure peut-être qualité d'image avec mon téléviseur. Il faut savoir que la plupart du temps, les téléviseurs ont quand même des calibrations usines assez plausibles. Il y a des bons pré-réglages. Assez plausibles. Je dis pas que tout est formidable, mais surtout, si vous avez un téléviseur récent, il y a ces modes Netflix, Calibrated, IMAX, Filmmaker Mode, ou tout ce qui est autour du Dolby, qui permet d'avoir des valeurs sans qu'on ait à rentrer dans les 12 000 réglages. Par contre, si vous le pouvez, enlever, c'est mon avis, enlever tous les modes de compensation de mouvement. C'est-à-dire que tout ce qui va vous donner avec une image d'un film, déconnecter tous ces motion compensation, parce que par exemple quand vous avez un film qui est vraiment un film, il y a une fluidité d'un film, vous trouvez avec un effet caméscope à chier, ça c'est quand même pas bon pour le cinéma, pour l'œuvre. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, un réalisateur qui tourne en 24p ou en 30p ou tout ce qu'il veut, il choisit la façon dont il va le faire. Et si après on se dit voilà, moi le 24p je veux pas, vous mettez tout en 60, tu vas avoir une image entièrement lisse, entièrement non naturel, mais tu vas plus avoir de saccades, mais tu vas avoir des compensations de mouvement avec des sortes d'échos de pixels. Si vous pouvez déconnecter ça déjà, et le reste, à votre bon cœur messieurs dames, si vous voyez qu'il y a trop de lumière, bah vous en enlevez. La colorimétrie, si vous sentez que c'est plausible, c'est pas la peine de tripoter. Quand on rentre dans la colorimétrie, on peut vite aller vers des dérives qui font qu'on va avoir du mal à se rattraper. Donc quelquefois, en effet, les filmmakers, les machins permettent de retomber sur ses pieds. C'est tout. Après, chacun, voilà, quand vous voyez des visages ou des pelouses, est-ce que c'est plausible ou pas? Pépé, question suivante, est-ce que quand j'achète un téléviseur, il faut faire attention au mode Dolby Vision ou HDR 10+? Est-ce qu'il faut faire gaffe à ce qu'il y ait ça dans le téléviseur? Ou est-ce que on peut s'en passer et c'est pas bien grave? Alors Arnaud, je vais être très clair et très bref pour une fois. Oui. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec le nombre de programmes qui sont en HDR, notamment Dolby Vision sur Netflix, Apple TV+, Disney, Amazon Prime. Justement, celui-ci est l'exception, c'est pour ça que je l'avais pas encore dit. Je l'avais pas encore dit. Ah, oh là là, regarde ma marque, je l'avais pas encore dit. Je pense qu'avec la surabondance de tout ce qui est fait autour de Dolby, avec notamment ces plateformes, je peux être tenté de vous dire que c'est assez important d'avoir au moins, de toute façon, n'importe comment l'HDR. Au moins l'HDR. Ouais. La plupart maintenant sont HDR et beaucoup plus de programmes aussi en Dolby Vision. Quand tu appuies sur Netflix, il y a quand même vachement de programmes qui sont où tu as le logo Dolby qui s'affiche tout de suite, Dolby Vision, Dolby Atmos, ou bien HDR. Il y a une abondance. Et comme on sait justement que ces plateformes sont extrêmement utilisées, c'est toujours mieux de pouvoir justement utiliser ces techniques de post-production. Alors qu'est-ce que ça apporte une image HDR 10+ ou Dolby Vision? L'image qu'on avait par exemple il y a 3-4 ans sur les téléviseurs, monsieur Arnaud, ne correspondait pas vraiment à toute l'amplitude dynamique de notre propre vision humaine. Oui. On a un œil extraordinaire. Regarde ce qui se passe. Là, on a plein d'éclairage devant nous. Ah oui, voilà. Et on voit quand même Anthony. Oui, Anthony qui cadre la vidéo. Qui cadre la vidéo et qui nous écoute. Donc si tu veux, notre œil humain est capable d'avoir comme ça des éclairages. Et on voit quelque chose de sombre. On le voit, mais il est pas dans le sombre, il est pas enfoui. Et pourtant, il est dans la pénombre. Il est dans la pénombre et non les yeux. Si je prends une photo, on le verrait pas. On va le voir, mais tu vas prendre HDR quelquefois aussi, voilà. Donc le truc, c'est que normalement, justement, l'œil humain est capable de détecter des choses comme ça dans un contre-jour. Ouais. Et les téléviseurs auparavant, quand tu avais vraiment un coucher de soleil et que tu avais un contre-jour, en dessous du coucher de soleil, tu avais des formes distinctes ou un plat de pixels, un truc comme ça. Donc on n'avait pas sur les anciens modèles non HDR assez d'amplitude de dynamique pour pouvoir voir justement tout ce qui était toutes ces subtilités de l'œil humain. Le HDR, pour High Dynamic Range, d'augmenter justement cette amplitude entre ce qui est sombre et ce qui est clair, donc de pouvoir détacher quelque chose qui serait comme ça en surexpo, on voit les lumières, on peut voir dans le noir devant, et en même temps un plus grand espace colorimétrique. Ça révèle quand même pas mal de détails dans une image. Notamment en gaming, ce qui est intéressant en HDR, parce que tu peux voir des choses quand tu es en train de jouer. Quand je joue à un jeu sombre genre Resident Evil, et tu peux voir des détails en HDR. C'est vrai que sur mes vieux téléviseurs, fallait bien régler la luminosité au début, parce que parfois tu voyais plus rien. Et tu cramais, c'est-à-dire que tu réglais, mais tu rendais l'image fade pour voir ce qui était en bas. C'est ça. Donc maintenant avec le HDR, t'as pas besoin de faire ça, puisque le HDR
a une plus grande amplitude et rajoute de la colorimétrie dans l'affaire et tout le monde. Alors la différence entre le HDR classique, dont 10 premier, et le 10 Plus ou le Dolby Vision, c'est que le HDR classique fait un réglage unique pour toute l'œuvre. C'est-à-dire que tu as un réglage unique pour tout le film. Pour tout le film, quel que soit ce qui se passe dans le film, clair, son, machin, tu as un réglage unique. Hop. Le Dolby Vision, c'est un réglage donc dynamique. C'est des métadonnées dynamiques, c'est-à-dire plan par plan. Scène par scène, plan par plan, image par image, sur un réglage à chaque fois ajusté par Dolby. Même chose HDR10+, qui est donc le concurrent avec Samsung, qui donc gère les images en temps réel. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a le plus proche du cinéma. D'accord. T'as un HDR en temps réel. Ok. Donc c'est quelque chose qui te déterre tous les détails. Ça te donne une image qui est beaucoup plus contrastée, vive, qui est plus brillante quelquefois, mais qui peut sur certains produits choquer. C'est-à-dire qu'il y a j'ai vu moi des téléviseurs vidéoprojecteurs qui s'en sortaient pas. C'est-à-dire quand tu mettais le HDR, notamment des vidéoprojecteurs, quand tu activais le HDR, et tu avais du mal à régler, tu avais une colorimétrie qui devenait un peu biaisée. Ça dépend des modèles, mais les problèmes sont résolus maintenant. Mais si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas avec le HDR, bah, malheureusement, je sais pas trop quoi vous dire, mais logiquement, tu dois avoir un avantage immédiat. Immédiat de cette amplitude, un mélange de brillance et de contraste. Donc s'il faut choisir, il vaut mieux avoir une norme HDR 10+ ou Dolby Vision dans son téléviseur, ou les deux, c'est possible. Bon Pépé, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors là, c'était franchement, on a été dans le technique, on a été dans les choses un peu plus globales, on a tout vu. Hein. Je suis super content et je suis sûr qu'il y aura un volume 3 parce que on peut faire ça tous les 9 mois ou tous les ans parce que ça n'arrête pas. Là encore, il y a encore plein de choses que j'ai pas pu dire parce que j'ai encore des trucs qui vont se pointer, il y a encore des choses au niveau des évolutions de l'HDMI 2.1, il y a encore des trucs qui vont venir avec le gaming. On est sur quelque chose c'est un marché qui bouge. Quoi. Mais c'est un marché hyper vivant. Le téléviseur, c'est un marché extrêmement vivant, donc il y a toujours des trucs à dire. Ça qui est merveilleux, c'est quand on est passionné comme vous que nous regardez, mais bon, c'est dur de retenir son fric. On se dit, on a tout le temps envie de dépenser tous les 15 jours, quoi. Et bon, vraiment, on va attendre un petit peu la fin de l'année parce qu'il y aura des promos et tout avant le CES. Ah ben Black Friday. Ouais, juste avant le CES, on va avoir des promos à vous communiquer, mais je suis sûr qu'il y a des tas de trucs à dire. Et merci dans tous les cas pour toutes les questions parce que ça nous donne des... Ah bah là oui, vous avez bien vu, on a fait une bonne vidéo là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux choisir votre téléviseur en 2021. Un marché vivant, c'est un marché qui a de l'avenir. Eh ben bien sûr. Eh ben sur ces belles paroles, Pépé, je te propose qu'on se retrouve bientôt. En tout cas, Pépé, nous on peut te suivre évidemment sur ta chaîne YouTube Pépé World. Tu voyageais. Ah, je vais recommencer. Tu voyages, tu testes toute la tech de téléviseurs, des écouteurs. Il y a plein de reportages, Futuroscope et tout, il y a plein de trucs. Je crapahute. Tu crapahutes. Pour vous, je crapahute. Eh bien écoutez, c'était un plaisir, Pépé, c'était un plaisir aussi de t'avoir reçu ici. Bien sûr que non. On a mangé ensemble avant, on se fait tout le temps. C'est de la calomnie, je ne répondrai même pas. Je vais manger une salade. Si vous saviez ce qui me donne à manger ici, je picore. Et même pas des vrais repas. Oh, le salopard. Bon bref, les amis, allez, on vous laisse. Pépé, ciao. Merci Arnaud. Check. Hop. Allez, salut. Bye.